quand un locataire HLM a des revenus qui dépassent un certain plafond, ou qu'au contraire, il est en sous-occupation, c'est-à-dire, par exemple, on a attribué un 4 pièces à une famille, les enfants sont partis, la personne vit seule dans un 4 pièces, etc. Et bien, à ce moment-là, dans un premier temps, pour ce qui est des revenus, on lui applique un surloyer, puis si les revenus augmentent trop, il est obligé de quitter son logement. C'est une obligation. Et de même, s'il est en sous-occupation, il peut être obligé de quitter son logement. Le surloyer, il y a plus de 80 000 personnes qui le payent en France. Donc c'est quand même assez significatif, surtout que ça s'applique surtout dans les zones dites très tendues, parce que assez rapidement, quand on est dans des endroits où le marché immobilier n'est pas trop cher, le surloyer est tel que les personnes ont intérêt à quitter le logement social parce que c'est pas plus cher dans le privé. Donc c'est vraiment, ça se concentre sur certains territoires. Et pour ce qui est de la sous-occupation, oui, c'est un sujet fréquent. D'ailleurs, c'est un sujet qui préoccupe les municipalités. C'est amusant parce que dans le même moment, on nous dit ah bah oui, mais il faut faire partir les personnes isolées seules de leur grand logement. Souvent, c'est des personnes âgées. Elles ont besoin de petits logements si on tient compte de leur situation. Or, le gros de la demande, c'est des petits logements. Et puis après, on voit aussi des municipalités qui nous écrivent en nous disant ah bah oui, mais elle est seule dans son appartement, mais elle garde ses 3 petits-enfants tous les mercredis, donc comment faire si elle doit quitter son grand logement, etc. Donc c'est pas aussi simple que ça, mais non seulement ça arrive, mais les collectivités locales, les maires le savent très bien parce que c'est une des très grandes raisons de consultation en mairie. La mobilité dans le parc social a baissé. Autrefois, on avait une mobilité de l'ordre de 10%, 10-12%, c'est-à-dire que tous les ans, il y avait à peu près 10-12% des locataires HLM qui quittaient le parc social, soit pour devenir locataire du parc privé, soit pour accéder à la propriété. Et aujourd'hui, ce taux a baissé. Mais ce taux n'a pas baissé parce que les locataires se sont dit tiens, je vais rester locataire HLM pour ennuyer le ministre et pour ennuyer la communauté. C'est qu'aujourd'hui, c'est le parcours résidentiel qui s'est enrayé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des locataires HLM qui, il y a quelques années, pouvaient encore accéder à la propriété ou accéder au parc privé, n'y arrivent plus. Ils n'y arrivent plus pour plusieurs raisons. La crise de l'immobilier privé, la hausse des coûts. Aujourd'hui, pour emprunter 250 000 euros, il faut mettre 1 500 euros par mois. Il y a pas, et donc, pour un couple, il faut gagner plus de 4 500 euros. Il n'y a pas beaucoup de couples en logement social qui gagnent plus de 4 500 euros à deux. Dernier facteur de cet enrayement du parcours résidentiel, c'est aussi les revenus. Même avec les mêmes revenus et les personnes seules. Aujourd'hui, on a de plus en plus de familles monoparentales, de gens qui sont en intérim, qui sont en CDD. Ils arrivent à avoir un revenu, des fois, qui est correct pour payer leur logement HLM. Mais ces revenus-là ne leur permettent pas d'accéder au parc privé, qui est très hostile à l'intérim et au CDD, on le sait, et ne leur permettent pas non plus de s'engager dans un projet d'acquisition qui va nécessiter de s'endetter sur 20 ans. Parce que les banquiers ne prêtent pas à des gens précaires et parce qu'un propriétaire n'a pas envie de louer son logement non plus à quelqu'un. Donc la précarisation des revenus, même si les niveaux de revenus peuvent rester équivalents, ce qui n'est pas toujours le cas, est un frein à l'accession. Et ça, ce n'est pas le parc social qui est à l'origine, c'est la crise globale du système immobilier.